J'avais toujours pensé que les skinwalkers n'étaient que des histoires de feu de camp, une version amérindienne des loups-garous. Un simple folklore effrayant, rien de plus. C'est tout ce qu'ils représentaient pour moi, jusqu'à la semaine dernière. Tout a basculé à cause d'une conversation banale au travail, une remarque anodine qui a jeté une ombre bien plus sombre sur le sujet. L'un de mes collègues, originaire de l'Utah, a mentionné en passant que parmi toutes les créatures du folklore, les skinwalkers étaient ceux qui lui faisaient le plus peur. Ouais, c'est ça. Ai-je plaisanté sans y accorder d'importance. Mais lui, il n'a pas ri. Là d'où je viens, ce n'est pas une blague. Intrigué, je lui ai demandé de préciser, et il m'a donné quelques noms de chaînes YouTube qui en parlaient. Ce soir-là, j'ai plongé tête la première dans le terrier du lapin. 4 ou 5 vidéos plus tard, je ne riais plus du tout. Ces histoires avaient en quelque chose de dérangeant, une atmosphère malsaine qui s'insinuait en moi et s'accrochait. J'habite en Caroline du Sud, en pleine campagne, loin des déserts et des mésas d'où proviennent ces légendes. Alors, logiquement, je n'étais pas inquiet. Mon collègue m'a même rassuré en me lançant. De toute façon, c'est un truc du Midwest. Ici, t'as plus de chances de croiser un Wendigo. Il a souri en disant ça, sur le ton de la plaisanterie, mais ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Le lendemain, on a passé notre pause à se raconter les histoires les plus flippantes qu'on connaissait sur les skinwalkers et les Wendigo. À un moment, j'ai mentionné qu'on disait que parler des skinwalkers attirait leur attention. Il a levé les bras en l'air en faisant des bruits de fantômes pour détendre l'atmosphère, et on a éclaté de rire. Mais moi, je n'arrivais pas à oublier. Ce soir-là, j'ai montré les vidéos à ma fiancée. Elle a eu l'air plus secouée que moi. De mon côté, c'est devenu une obsession. J'adore les histoires d'horreur et les skinwalkers. C'était un nouveau territoire à explorer. J'ai dévoré tout ce que je pouvais trouver. Vidéos, threads Reddit, illustrations. Pendant plusieurs jours, ça a occupé toutes mes pensées. Puis, aussi vite que ça avait commencé, c'est passé. Je me suis dit que j'en avais eu ma dose. Mon quartier est calme, paisible même. Toutes les maisons sont alignées d'un côté de la rue. De l'autre, il y a un terrain vague qui appartenait autrefois à l'école primaire. L'école est sur la rue parallèle, et ce qui était autrefois une cour de récré ou un terrain de sport a été englouti par la végétation. Une clôture en grillage rouillé sépare la rue de cette étendue sauvage, mais elle ne retient plus grand-chose. 2 nuits plus tôt, je suis sorti fumer une cigarette. L'air était lourd, comme si tout retenait son souffle. Je traînais sur mon téléphone quand j'ai entendu un bruissement de feuilles de l'autre côté de la rue. Je n'ai même pas levé les yeux. Il y a des bois, donc forcément des animaux. Probablement un cerf, me suis-je dit. Mais le bruit a changé. Ce n'était plus juste le froissement de branches sous le pas d'un animal. C'était rapide, nerveux, comme si quelque chose courait le long de la clôture. Puis, j'ai entendu une respiration haletante, des souffles courts, précipités, comme un chien qui vient de courir trop longtemps. Là, j'ai relevé la tête. Le bruit s'est arrêté net, comme si la chose savait que je la regardais. J'ai plissé les yeux pour distinguer quelque chose dans l'ombre du sous-bois. Rien, pas un mouvement, pas un son, juste le silence. J'ai attendu. Mon cœur battait plus vite. Mon cerveau s'est mis à me balancer toutes les histoires de skinwalkers que j'avais avalées ces derniers jours. Un nœud s'est formé dans mon estomac. La logique me soufflait que c'était juste un chien ou un raton laveur. Mais cette sensation, elle ne partait pas. Ma cigarette s'est consumée jusqu'au filtre et je l'ai écrasée sur la rambarde du porche avant de rentrer précipitamment. Le lendemain matin, j'ai essayé de ne plus y penser. La lumière du jour rend toujours les choses moins effrayantes. J'ai pris mon chien, Honey, un petit pug zoo avec une personnalité énorme pour sa promenade matinale. Elle est toujours collée à moi. On a un rituel, on lui dit qu'il est temps d'aller faire son pipi-caca, et elle remue la queue comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Après avoir fait son petit tour habituel pour renifler et faire ses besoins, elle s'est avancée jusqu'au bord du trottoir, et elle s'est assise. Elle n'avait jamais fait ça avant. J'ai tiré doucement sur sa laisse, l'ai appelée. Rien. Elle restait là, figée, à fixer les bois en face, comme si elle voyait quelque chose que moi, je ne pouvais pas voir. « Allez, Honey, il faut faire popo !» Je l'encourageais doucement en tirant légèrement sur sa laisse. D'habitude, il ne fallait pas plus que ça pour la faire bouger, mais pas aujourd'hui. Elle resta obstinément assise au bord de la rue, le regard fixé sur les bois, envahie par la végétation en face, son petit museau frémissant alors qu'elle humait l'air frais du matin. Mais ce n'était pas juste son entêtement habituel. C'était autre chose. Son petit corps était tendu, ses yeux rivés sur un seul et même point, et c'est là que je compris. Elle fixait exactement l'endroit où j'avais entendu les bruissements et le halètement la nuit précédente. Un frisson me parcourut l'échine, me hérissant les poils de la nuque. Je n'avais pas envie de l'admettre, mais j'étais mal à l'aise. Sans un mot de plus, je la pris dans mes bras et retournai vers la maison.
Son pelage doux et chaud contre ma poitrine avait quelque chose de réconfortant. Mais alors que je montais les marches du perron, un détail attira mon attention. Au sol, près des marches, gisait l'une de nos décorations d'Halloween. Des roses noires en plastique, ornées d'yeux factices, et de petites araignées en plastique bon marché. Ma fiancée avait enroulé les tiges métalliques autour de la rambarde du porche pour les maintenir en place. Celle-ci n'y était plus. Elle avait été arrachée, réduite en lambeaux, les pétales et les fausses araignées éparpillées tout autour, le fil de fer tordu et brisé. Quelque chose l'avait détachée, l'avait mise en pièces avant de l'abandonner là, comme une offrande ou un avertissement. Un nœud se forma dans mon estomac alors que je ramassais la décoration saccagée. Peut-être que ce n'était rien. Peut-être qu'un raton laveur curieux avait voulu jouer avec ou que le vent l'avait simplement fait tomber. Mais au fond, je n'y croyais pas. Je jetai la fleur à la poubelle, m'efforçant d'avoir l'air indifférent. Je n'en parlais pas à ma fiancée. Elle n'était pas à l'aise avec ce genre de choses, et je ne voulais pas la stresser pour quelque chose que je n'étais même pas capable d'expliquer moi-même. La journée passa sans incident, mais cette sensation oppressante ne me quittait pas. Le soir, au travail, je racontais ce qui s'était passé à mon collègue. Il me lança un regard étrange, une lueur d'inquiétude furtive avant qu'il n'hausse les épaules. « C'était sûrement juste un chien errant », dit-il d'un ton faussement détaché. Et le vent a dû bousiller ta déco. Je hochai la tête, mais ces mots ne m'apaisèrent pas. Moi, je savais ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu. Quand je rentrais du travail, l'air dehors semblait lourd, épais, chargé d'un silence pesant qui bouchait les oreilles. Alors que je remontais l'allée vers la maison, je l'entendis de nouveau, ce souffle court, précipité, ce halètement rapide qui me glaça instantanément le sang. Mais cette fois, il y avait autre chose. Un bruit de griffes sur l'asphalte, un cliquetis léger, irrégulier qui résonnait dans la nuit. Je me retournai brusquement, scrutant la rue du regard. Et c'est là que je le vis. Un chien, ou du moins, c'est ce que j'ai cru au premier coup d'œil. Un bull terrier brun, maigre et miteux, qui courait à toute vitesse sur la route, son corps basculant d'un côté à l'autre comme s'il fuyait quelque chose. Mais quelque chose clochait, sa course était saccadée, désarticulée. Et c'est alors que je compris pourquoi il ne courait que sur 3 pattes. Une de ses pattes avant pendait mollement, tordue, inutile, ballottant à chacun de ses mouvements. Mais ce n'est pas ça qui me fit monter un haut le cœur, c'était sa queue, ou plutôt son absence de queue. Son arrière-train était lisse, anormal, comme si une queue n'avait jamais existé là. Skinwalker, mon esprit hurla ce mot avant même que je puisse me retenir. Les légendes disent que lorsqu'ils prennent une forme animale, ils n'ont jamais de queue. J'essayais de me raisonner, peut-être qu'il avait une queue trop courte pour être visible en courant, peut-être que c'était une malformation de naissance, mais mon regard se posa sur la clôture qu'il venait de franchir. Une portion du grillage avait été écartée, tordue, ouverte, juste assez pour laisser passer quelque chose. Cette partie de la clôture était intacte dans la journée. Un haut le cœur me saisit, la bile me montant à la gorge. Je fis volte-face et courus jusqu'à la maison. Ma fiancée était assise sur le canapé, un nez blotti contre elle, paisible et insouciante. En me voyant entrer, elle leva les yeux, une ombre de préoccupation traversant son visage. « Ça va ?» demanda-t-elle en posant un nez sur le coussin. « Rien », mentis-je rapidement, la voix tendue. J'ai failli me faire percuter en rentrant dans l'allée. Son expression se durcit, et elle se leva pour me serrer dans ses bras. « Les gens conduisent comme des tarés, ici, » marmonna-t-elle, sa chaleur contre moi apaisante. Elle me relâcha et esquissa un sourire faible. « Dis, tu peux sortir, Honey ? Je sais que c'est idiot, mais avec toutes ces vidéos flippantes qu'on regarde, je me sens pas à l'aise, dehors, toute seule la nuit. » Honey redressa les oreilles en entendant le mot « dehors », sa petite queue s'agitant frénétiquement. Elle trottina jusqu'à la porte et me lança un regard suppliant. Je la regardais, hésitant. Je n'avais aucune envie de remettre les pieds dehors, pas après ce que j'avais vu. Mais je ne pouvais pas leur dire non. Je hochai la tête à contre-cœur. « Juste le perron, » me dis-je. « Je la garde près de la maison. » Nous descendîmes les marches, Honey tirant immédiatement vers la rue. Sa laisse se tendit alors que je la retenais, mais elle insista. Finalement, elle céda, allant jusqu'au bord du perron où elle s'arrêta pour faire pipi. Ensuite, elle renifla distraitement autour d'elle, son petit nez frémissant à la recherche d'odeurs que moi, je ne pouvais pas percevoir. « Allez, Honey, faut faire popo !» dis-je, d'un ton faussement détendu, mais la tension dans ma voix me trahit. Elle poussa un petit souffle agacé, sa façon de protester avant de reprendre son exploration. Enfin, elle se décida et s'accroupit. J'essayais de me concentrer sur elle, de me laisser apaiser par sa présence, mais mes nerfs étaient en alerte. Et puis, juste au moment où l'air semblait un peu moins oppressant, je l'entendis. « Allez, Honey !» C'était ma voix, mon ton exact, mon intonation parfaite.
Mais ce n'était pas moi qui avais parlé. Le son venait de l'autre côté de la rue. Il y avait quelque chose d'étrange, de distordu dans cette voix, comme un enregistrement mal réglé, grésillant, passant à travers un haut-parleur défectueux. Honey se figea, suspendu en plein mouvement. Son corps se raidit, et elle tourna la tête vers moi, ses oreilles frémissant comme pour confirmer ce qu'elle avait entendu. Mon regard passa d'elle au bois sombre de l'autre côté de la route. « Allez, Honey, faut faire popo !» Encore une fois, ma voix surgit de l'obscurité, la cadence trop juste, trop précise. Honey gémit doucement, ses yeux s'agrandissant alors qu'elle me jetait un regard inquiet, avant de retourner son attention vers la forêt. Je ne pris pas le temps de réfléchir. Je la saisis contre moi, son petit corps tremblant dans mes bras, et reculai prudemment vers les marches, mes yeux fixés sur l'ouverture dans la clôture. « Honey, viens !» Cette fois, la voix était sèche, autoritaire et teintée d'une colère froide. Honey se tortilla, gémissant plus fort, ses petites pattes poussant contre ma poitrine. Je ne savais pas si elle voulait courir vers cette chose ou s'en éloigner, mais je n'avais aucune intention de le découvrir. Je fis volte-face, montai les marches à toute vitesse et poussai violemment la porte. Juste avant de rentrer, je fis l'erreur de jeter un coup d'œil en arrière. Là, debout dans l'ouverture de la clôture, il y avait le chien, ou du moins, il essayait d'en avoir l'air. Son corps était faux. Ses yeux brillaient faiblement d'une lueur orangée, et son museau s'étirait dans un rictus qui semblait erroné, comme si ses traits avaient été déformés, mal reconstitués par des mains tremblantes. Je claquai la porte derrière moi, le souffle court. Honey aboya doucement dans mes bras, toujours agité. Ma fiancée se retourna sur le canapé, surprise. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Rien, mentis-je, en essayant d'apaiser ma voix. Juste un chien errant qui traîne dehors. Ne sors pas Honey la nuit, d'accord ?» Elle hocha la tête sans insister et je déposai Honey au sol. Le reste de la soirée, je restais collé aux fenêtres, scrutant l'extérieur, m'attendant à voir cette chose rôder dans la cour. Mais les heures passèrent dans un silence pesant. Finalement, nous sommes allés nous coucher. Je ne sais pas combien de temps j'avais dormi quand je fus réveillé par un bruit de pas. Lent, délibéré. Un aller-retour juste sous notre fenêtre. Mon cœur tambourinait alors que j'écoutais, chaque pas crissant doucement sur le gravier du chemin. Contre mon instinct, je me retournai lentement et plissai les yeux vers la fenêtre. Les pas s'arrêtèrent. Je retins mon souffle, priant pour que ce ne soit qu'un animal, peut-être ce foutu chien errant. Mais alors, ça recommença. « Allez, Honey !» Ma voix fendant le silence. Cette fois, elle sonnait plus proche, plus assurée. Je serrai les dents, espérant que ma fiancée ne s'était pas réveillée. La voix appela encore 2 fois, chaque fois plus lointaine, jusqu'à ce que je l'entende enfin s'éloigner. Je ne dormis pas de la nuit. Je restais allongé, tendu, guettant le moindre bruit, chaque muscle de mon corps crispé. Ce matin, dès mon arrivée au travail, je me précipitai sur mon collègue. Je lui racontai tout, chaque détail, et le suppliai de me dire comment me débarrasser de cette chose. Il me regarda avec une expression grave, comme s'il voulait m'aider, mais n'avait aucune réponse à me donner. Maintenant, je suis là, en train d'écrire ces lignes, espérant que quelqu'un, quelque part, sait quoi faire. J'ai peur. Non, je suis terrifié, et je ne pense pas pouvoir affronter ça seul. Si quelqu'un sait quoi que ce soit, je vous en supplie, dites-moi comment le faire disparaître. Histoire 2. La première chose que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas juste une étrange histoire de fantôme qu'on raconte dans une petite ville. Non, ce qui nous est arrivé, ce qui est en train de nous arriver, est bien plus profond que ça. Je m'appelle Andy Gillard et je suis piégé, coincé dans une ville si minuscule et isolée qu'elle semble avoir été oubliée par le temps. Un trou perdu du Michigan qui, d'une façon ou d'une autre, s'est refermé sur nous comme un piège. Et je sais ce que vous vous dites. Comment peut-on être piégé dans une ville? Il suffit de partir. Croyez-moi, j'y arriverai. Mais d'abord, vous devez comprendre comment tout a commencé. C'était une blague, au départ. Ou peut-être juste ce genre d'idée stupide qui paraît amusante quand on s'ennuie et qu'on cherche n'importe quoi pour briser la monotonie. Mes amis Ryan et Tommy, enfin, ce ne sont pas leurs vrais prénoms, ils m'ont supplié de les laisser en dehors de ça, m'avaient accompagné dans ce qui était censé être une simple chasse au Bigfoot. Oui, Bigfoot. Vous pouvez rire, je l'ai bien mérité. J'ai toujours été fasciné par l'idée d'un immense primate inconnu errant dans les profondeurs de la forêt, quelque part où aucun humain n'a mis les pieds depuis des décennies. Et apparemment, Ryan et Tommy l'étaient aussi. Quand j'ai proposé de rouler 3 heures au beau milieu de nulle part pour passer quelques jours à traquer le monstre, ils ont accepté sans hésiter. J'aurais voulu qu'ils hésitent. J'aurais voulu que l'un de nous ait le bon sens de rester à la maison. Bon sang, je préférerais cramer sous le soleil de Floride sur une plage moche et bondée plutôt que d'être coincé dans ce cauchemar.
Tout a commencé un mardi matin. La route s'étendait devant nous, droite et infinie, et l'excitation était à son comble. « J'arrive pas à croire qu'on le fasse enfin !» s'exclama Tommy, un sourire d'enfant collé au visage. « Sérieux, ça fait combien de temps qu'on en parle ?» ajouta Ryan, tout aussi emballé. J'avais un œil sur le GPS, l'autre sur l'étendue infinie de forêt qui nous entourait. Les arbres étaient vieux, tordus, des choses anciennes, qui avaient sûrement vu plus d'hivers que nous ne pourrions en compter. La civilisation avait disparu derrière nous depuis des kilomètres, ne laissant plus que cette route solitaire serpentant à travers la forêt. « Plus que 5 miles, les gars !» annonçai-je en indiquant le prochain virage. On a tous crié comme des gamins, euphoriques à l'idée de l'aventure qui nous attendait. Mais même à ce moment-là, quelque chose clochait. Mon téléphone n'arrêtait pas de perdre le réseau, comme ça arrive quand on s'éloigne trop. Et aussi débile que ça puisse paraître, malgré toutes nos blagues sur Bigfoot, une pensée me trottait en tête. Si quelque chose tournait mal ici, personne ne pourrait venir nous aider. « Prends la prochaine à gauche », dis-je en pointant un chemin étroit qui s'enfonçait entre les arbres. La forêt s'ouvrit brusquement sur une clairière où s'alignaient quelques bâtiments. Appeler ça une ville aurait été un mensonge. 5 ou 6 structures, pas plus. Une station-service, quelques maisons aux façades fatiguées et ce qui ressemblait à un vieux diner. En traversant, chaque personne que nous avons croisée s'est arrêtée net pour nous fixer. Pas un regard rapide, pas la curiosité discrète qu'on accorde aux étrangers de passage. Non. Ils ont tendu le cou, nous ont suivis du regard avec une intensité dérangeante, comme si nous n'étions pas à notre place ici. Ils doivent pas voir beaucoup de monde passer, murmura Ryan, mal à l'aise. Apparemment pas, répondis-je en consultant mon GPS. Prochain tournant à droite, le motel devrait être juste après. On prit le virage et il apparut enfin. Un vieux néon clignotait faiblement dans la pénombre du crépuscule. Motel. Un simple mot affiché en lettres tremblotantes. L'endroit n'avait rien d'impressionnant, mais comparé au reste du bled, c'était presque un palace. Une rangée de 8 ou 10 chambres, pas plus. « Putain, cette ville est minuscule !» observa Ryan en plissant les yeux vers le bâtiment. « C'est pas une ville, ricana Tommy. C'est un foutu hameau. » On rit tous, mais c'était un rire forcé. Celui qu'on lâche quand quelque chose ne tourne pas rond, mais qu'on n'a pas encore envie de se l'avouer. On entra sur le parking, le crissement des graviers sous les pneus brisant le silence pesant. À peine la voiture arrêtée, on était déjà dehors, à s'étirer et à sortir les sacs du coffre. « Je vais prendre la chambre », dis-je en me dirigeant vers l'entrée pendant que les gars s'occupèrent des bagages. La seconde où je suis passé la porte, j'ai regretté. L'odeur m'a frappé en premier, un mélange rance et écœurant de fumée de cigarette et d'humidité. Les murs étaient tachés d'un jaune sale, le genre de couleur qui n'apparaît qu'après des années de négligence et de tabac froid. La peinture s'écaillait en longs rubans cassants, révélant les couches oubliées de ce lieu usé par le temps. « Puis-je vous aider ?» L'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte n'avait rien de l'accueil chaleureux qu'on espère dans un endroit aussi reculé. 60 ans, peut-être plus. Un corps sec et nerveux, et ce regard fatigué de ceux qui ont passé leur vie dans des endroits comme celui-ci. Une cigarette pendait au coin de ses lèvres, sa cendre menaçant à tout moment de tomber sur la chemise en flanelle tendue sur sa poitrine. Des bretelles complétaient l'ensemble, renforçant cette ambiance de vieux routard des bois qui semblait donner le ton à tout notre séjour. Ses yeux perçants et sombres ne me lâchaient pas tandis que je m'avançais vers le comptoir. « Ouais, je m'appelle Andy Gillard. Mes amis et moi avons réservé une chambre, » dis-je, en essayant de garder une certaine assurance, tout en sortant mon portefeuille. Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il hocha simplement la tête et s'approcha du comptoir avec une lenteur presque théâtrale. « Ah ouais, 4 jours, c'est bien ça ?» Sa cigarette oscillait entre ses lèvres tandis qu'il parlait, et j'entendais le léger cliquetis des touches de son clavier alors qu'il consultait notre réservation. Je m'attendais presque à le voir farfouiller dans un vieux classeur poussiéreux, mais non, le gars avait un ordinateur. Apparemment, même cette ville fantôme n'était pas totalement figée dans le passé. « Voilà », finit-il par dire en regardant l'écran. « 4 jours, ça vous fera 200 $ tout rond, espèce ou carte ?»« Espèce », répondis-je en lui tendant l'argent. Sa cigarette ne bougea même pas lorsqu'il compta les billets. Un instant, j'hésitais, la curiosité l'emportant sur la prudence. Juste par curiosité. « Est-ce que vous avez déjà entendu parler de trucs étranges, là-bas, dans les bois ?» La question resta suspendue dans l'air, épaisse comme la fumée de cigarette. Il se figea. Pas un simple arrêt, pas ce genre de pause naturelle quand on réfléchit. Non, c'était un vrai blocage, une interruption brutale, comme si mes mots l'avaient arraché à sa routine bien huilée. Ses yeux se perdirent un instant dans le vide, et je compris qu'il n'était plus tout à fait là, plus dans cette pièce, mais ailleurs, quelque part où il n'avait aucune envie de retourner. Quand il reprit enfin la parole, sa voix était plus basse, plus lente. « Vous feriez mieux d'éviter la forêt, si c'est ça que vous avez en tête.
dit-il d'un ton mesuré, pesant chaque mot. Les gens viennent ici, pensant qu'ils vont tourner leurs petites vidéos effrayantes, et ils se perdent. Ou pire, répétai-je, ma voix se brisant légèrement malgré moi. Il releva enfin les yeux vers moi, et ce que j'y vis me glaça. Ce n'était pas de la colère, pas exactement, c'était autre chose, quelque chose de plus froid, comme s'il m'évaluait, comme s'il décidait si j'étais digne d'un vrai avertissement ou si j'étais juste un autre idiot de passage, condamné à apprendre par lui-même. Un frisson me parcourut l'échine tandis qu'il me fixait en silence. « Suivez mon conseil, et tout ira bien », lâcha-t-il enfin, brisant le contact visuel. Il jeta une clé sur le comptoir et tourna les talons, disparaissant dans l'ombre d'une pièce adjacente, probablement son bureau. Tout ira bien. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Je restais planté là une seconde. La clé. Une vraie clé en métal, pas une de ces cartes magnétiques modernes, froide dans ma main. Puis, haussant les épaules pour chasser cette étrange sensation, je me dirigeai vers la sortie, adressant un sourire forcé à Ryan et Tommy en brandissant la clé. « Bordel, c'est une vraie clé ?» rigola Tommy en plissant les yeux. « Mec, cet endroit est coincé dans les années 80. » « Ouais, et le type qu'il tient est encore plus vieux que ça, » répondis-je en secouant la tête. On récupéra nos affaires et on se dirigea vers la chambre 4. Le motel était aussi petit à l'intérieur qu'il l'était à l'extérieur, et il ne fallut pas longtemps pour la trouver. Une fois dedans, on balança nos sacs et on jeta un coup d'œil autour. Ce n'était pas grand-chose. 2 lits et un vieux fauteuil avec son repose-pieds assorti. La moquette, usée et délavée, affichait ici et là des taches suspectes, et l'ensemble de la pièce baignait dans cette odeur légèrement rance des lieux abandonnés trop longtemps, au silence. « Je prends un lit !» s'écria Tommy en se jetant dessus avec une exagération théâtrale. « Je prends l'autre !» lançai-je aussitôt, coupant l'herbe sous le pied de Ryan. « Vous êtes des enfoirés !» grogna Ryan, amusé, avant de balancer son téléphone sur le fauteuil qu'il venait de revendiquer comme son lit improvisé. Pendant un moment, on resta là, à se détendre après la longue route. Il était presque midi, et on avait prévu d'aller explorer les bois aux alentours vers 14 heures. Mais l'ennui et le réseau téléphonique capricieux commençaient sérieusement à nous peser. Chaque tentative de chercher des témoignages sur Bigfoot dans la région se soldait par un écran figé et des messages d'erreur. Finalement, on abandonna. « On devrait juste y aller maintenant », dis-je, brisant le silence. Personne ne protesta. On remonta dans la voiture et, après quelques longues minutes à pester contre mon GPS qui refusait de charger, j'arrivai enfin à obtenir des indications pour le coin de forêt le plus proche. 7 miles, ce n'était pas grand-chose, et cette simple pensée nous maintint de bonne humeur tout le trajet entre rires et discussions. L'aventure semblait enfin commencer. Les mots de Ryan résonnèrent alors qu'on se garait sur le petit parking. « Mec, cet endroit est super glauque. » Il n'avait pas tort. Les arbres se resserrèrent de tous côtés, si denses que malgré la lumière du jour, le sol restait plongé dans une pénombre épaisse. Des ombres longues et acérées s'étiraient entre les troncs, et il y avait dans l'air un silence pesant, quelque chose de trop immobile pour être naturel. « Avec un peu de chance, ça s'ouvrira un peu plus loin, » répondis-je, tentant de me convaincre autant que de convaincre les autres. On se gara et on descendit de la voiture, le crissement du gravier sous nos pieds résonnant étrangement dans l'atmosphère feutrée. Après avoir récupéré nos lampes frontales et nos affaires, Tommy ajusta l'étui accroché à sa hanche. Il portait toujours une arme. « Juste au cas où », disait-il. D'habitude, ça semblait exagéré. Ici, le poids du pistolet avait quelque chose d'étrangement rassurant. On prit le premier sentier en vue, un étroit chemin s'enfonçant dans la végétation. J'avais un rouleau de ruban orange vif pour les attacher aux arbres sur notre passage, une précaution pour éviter de nous perdre. Mais en avançant, ça ne me sembla pas nécessaire. Nos empreintes restaient nettes et bien visibles sur la terre saupoudrée de neige, faciles à suivre. Garder les rubans en réserve me parut plus malin. Une erreur que j'allais bientôt regretter. Le temps passa, 1 heure, peut-être 2. Plus on s'enfonçait, plus les arbres grandissaient, leurs branches s'entremêlant en un plafond épais au-dessus de nos têtes. La lumière du jour s'amenuisait, et avec elle, la température chutait. C'est là que la neige commença à tomber. D'abord quelques flocons paresseux, flottant à travers les interstices des branches, puis plus vite, plus fort, jusqu'à ce que l'air se transforme en un chaos blanc tourbillonnant. « Bordel, cette neige est dingue !» marmonna Tommy en resserrant sa veste autour de lui. J'allais acquiescer quand une pensée me frappa, brutale, soudaine, glaciale. « Oh merde !» murmurai-je. Ryan se tourna vers moi. « Quoi ? Nos empreintes !» dis-je, la panique montant dans ma voix. « La neige va les recouvrir !» L'évidence nous heurta tous en même temps. Leurs regards s'emplirent de cette même inquiétude viscérale alors qu'on se retourna d'un même mouvement et qu'on commença à trottiner vers l'endroit d'où on pensait être venu. Du moins, ce qu'on croyait être le bon chemin.
Le sentier était déjà à moitié effacé, la neige fraîche recouvrant tout d'un blanc uniforme et impitoyable. Pire encore, on avait quitté le chemin principal à un moment donné, et désormais, il n'y avait plus aucun repère. Mon cœur battait à tout rompre, pas seulement à cause de l'effort, mais à cause de cette angoisse sourde qui grandissait dans un coin de mon esprit. Et si on ne retrouvait pas la sortie? On accéléra le pas, mais la neige redoubla d'intensité. Plus on avançait, plus il devenait difficile de repérer nos propres traces. L'angoisse me serrait la gorge, et puis, soudain, elles disparurent, totalement. « Putain !» m'écriai-je, m'accroupissant pour scruter le sol, cherchant désespérément un indice, une empreinte, un signe de notre passage. Rien, juste du blanc. Ryan et Tommy restaient figés derrière moi, leurs visages pâles et tendus. On comprenait tous la même chose maintenant, on était perdus. Et avec la nuit qui tombait, on n'avait aucune idée de la distance qu'on avait parcourue. 1 mile ou 10, ça n'avait plus d'importance. Dans cette forêt, une fois plongé dans l'obscurité, tout allait se ressembler. J'aurais dû utiliser ces putains de rubans, soufflai-je entre mes dents, furieux contre moi-même. Un silence pesant s'abattit sur nous. Seule notre respiration était audible, visible, en nuages blancs dans l'air glacé. Et c'est là que je l'entendis. Un son ténu, porté par le vent. Une voix. « Vous avez entendu ça ?» demandai-je, la voix tendue entre l'espoir et la peur. Ryan et Tommy se figèrent, à l'écoute. Pendant un long moment, il n'y eut que le bruissement feutré de la neige tombant autour de nous. Puis ça revint, un cri, lointain, porté par le vent. « Hé !» La voix résonna faiblement entre les arbres. Impossible de dire à quelle distance elle se trouvait. On échangea un regard, et dans nos yeux se succédèrent toutes les émotions possibles, le soulagement, l'incompréhension, la peur. Puis, d'un seul élan, on se mit à hurler, frénétique. « Par ici! Hé, on est là !» On s'arrêta net, tendant l'oreille, retenant presque notre souffle. « Par ici !» La voix, plus proche cette fois. « Là-bas !» criai-je, pointant dans la direction d'où le son semblait venir. Sans réfléchir, on se mit à courir à perdre haleine, nos pieds s'enfonçant dans la neige avec un bruit sourd. L'air glacé brûlait mes poumons, mais l'adrénaline me portait en avant. Après ce qui me sembla être 5 minutes d'une course effrénée, on s'arrêta brusquement, le souffle court. La forêt avait replongé dans un silence de mort, et pendant un instant terrifiant, je crus qu'on l'avait imaginé. Puis, à nouveau, cette voix, plus proche encore, tranchant à travers le silence. « Hé ! Là-bas !» criai-je de nouveau, apercevant une ombre furtive entre les arbres. Quelque chose bougea, rapide, se glissant derrière un tronc, avant que je ne puisse vraiment me fixer dessus. À l'époque, je n'y avais pas prêté trop d'attention, sans doute une autre personne égarée, répondant à nos appels. Mais aujourd'hui, quand je rejoue cette scène dans mon esprit, une pensée plus sombre s'immisce. Pourquoi n'avaient-ils pas continué à nous appeler? S'ils cherchaient à nous aider, pourquoi ne pas nous guider jusqu'à eux alors qu'on s'approchait? Et surtout, comment savaient-ils qu'on était là? On était parti depuis quelques heures seulement. Personne ne savait où on était. On n'avait rien dit à l'hôtel, à personne. Mais sur le moment, toutes ces questions n'existaient pas. Tout ce qui comptait, c'était sortir de cette putain de forêt. On sprinta vers l'endroit où j'avais vu la silhouette, l'instinct prenant le dessus sur la prudence. Quand on arriva, il n'y avait personne. Rien. Juste cette forêt immense et oppressante. « T'es sûr que t'as vu quelqu'un ?» demanda Ryan, haletant. « Oui, juste ici !» répondis-je, pivotant sur moi-même, balayant la nuit de mon faisceau de lampe frontale. « Hé !» hurla Ryan, sa voix brisée par l'urgence. Silence, un silence lourd, suffocant, celui qui vous enserre la poitrine et vous vole l'air. « Les gars ?» La voix de Tommy tremblait. Il regardait le sol, les mains crispées le long de son corps. On s'approcha, et dès que mon regard se posa sur ce qu'il fixait, mon estomac se contracta brutalement. Des empreintes, des pieds nus, imprimés dans la neige. « Putain de merde !» murmura Ryan, à peine audible sous le martèlement sourd de mon propre cœur. Ce n'étaient pas des traces de bottes comme les nôtres, mais les empreintes nettes, indiscutables, de pieds humains, nus, dans la neige glacée, les orteils écartés, comme si la personne avait marché ainsi depuis des heures. Un craquement sec retentit sur notre gauche. On tourna la tête d'un même mouvement. Quelque chose bougea entre les arbres. Vite, trop vite, et disparut à nouveau avant que nos cerveaux puissent enregistrer ce qu'on venait de voir. « Mec, j'aime pas du tout ça. » La voix de Ryan tremblait. Son faisceau de lampe dansait dans l'obscurité, explorant les ombres mouvantes entre les troncs. Il n'était pas le seul. L'air s'était alourdi autour de nous, pesant, oppressant, comme s'il voulait nous écraser. Un étau invisible me broya la poitrine et une terreur sourde, viscérale, s'insinua en moi. Pas juste de la peur,
la certitude glaciale que quelque chose de terrible allait arriver. On se regroupa en un cercle serré, nos lampes braquées dans toutes les directions, sursautant au moindre bruit. L'obscurité semblait vivante, mouvante, glissant juste au-delà de la portée de nos faisceaux. 2 fois, j'eus l'impression de voir quelque chose filer entre les arbres, mais c'était impossible à dire avec certitude. Les ombres jouaient avec mes yeux, et le poids du silence ne faisait qu'aggraver la sensation d'angoisse. Puis, au loin, un éclat, une lueur pâle, transperçant la noirceur suffocante. « Eh, vous avez vu ça ?» demandai-je, la voix tremblante d'un mince espoir. « C'est une putain de lumière ?» demanda Tommy, le ton légèrement relevé, mais toujours empreint d'incertitude. Sans réfléchir, on se précipita vers elle, nos jambes en feu sous l'effort. Plus on s'approchait, plus ça devenait clair. 2 lumières, côte à côte, des phares. Un flot de soulagement m'envahit, et on accéléra encore, dérapant presque dans la neige. C'est là que je l'entendis. Des pas, lourds, délibérés, bien trop proches. Un frisson glacial me traversa l'échine. Je tournai la tête, priant intérieurement pour que ce soit mon imagination. Ce ne l'était pas. Ce que je vis faillit me faire tomber. C'était le vieil homme du motel. Mais quelque chose clochait, terriblement. Son visage était figé, la bouche légèrement entr'ouverte, mais ses yeux étaient entièrement blancs. Pas de pupilles, pas d'iris, juste une étendue laiteuse et vide, braquée droit sur moi. Et il était pieds nus dans la neige, avançant à une vitesse inhumaine. « Courez, putain, plus vite !» hurlai-je, les mots déchirant ma gorge, tandis que je forçais mes jambes au-delà de leurs limites. Derrière nous, son souffle rauque se rapprochait. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans mon crâne comme un coup de marteau. Mes poumons brûlaient, mes jambes menaçaient de céder sous moi, mais s'arrêter n'était pas une option. Puis, comme un miracle, on déboula hors de la lisière des bois. Les phares nous éblouirent, et, au loin, on aperçut le parking du sentier. Tommy fouilla ses poches en courant, ses doigts tremblant si fort que je crus qu'il lâcherait les clés. Dès qu'on atteignit la voiture, on arracha les portières, se jetant à l'intérieur dans un mouvement frénétique, claquant les portes et les verrouillant aussitôt. Le silence dans l'habitacle était assourdissant, seulement brisé par nos respirations saccadées. « Vas-y, mec, fonce !» balbutia Ryan, son regard affolé fouillant les alentours à travers les vitres. Tommy enfonça l'accélérateur et on s'éloigna de la forêt à une vitesse suicidaire, parce que notre vie en dépendait. Mes yeux scrutaient sans relâche la lisière des bois tandis que nous filions sur la route. J'étais persuadé que cette silhouette aux yeux vides surgirait devant nous d'un instant à l'autre. Mais il n'en fit rien. Il s'arrêta. Il retourna dans l'ombre des arbres, et ça ne me rassura pas pour autant. « On prend nos affaires et on se barre d'ici !» hurla Ryan, la voix tremblante de panique. « Le réceptionniste, le type du motel, il était là, avec nous !» balbutiai-je, les mots se bousculant alors que l'adrénaline ravageait encore mon corps. « Quoi ?» lâchèrent Tommy et Ryan en même temps, leurs têtes se tournant vers moi d'un même mouvement. Je déballai tout, racontant ce que j'avais vu. Le même homme, son visage figé, ses yeux blancs, vides, comme sortis d'un putain de cauchemar. Les mots jaillissaient en désordre, mais ils comprirent l'essentiel. Assez pour que Tommy enfonce encore plus le pied sur l'accélérateur. « Mec, ralentis !» s'écria Ryan, s'agrippant à la portière. « Je veux pas qu'on se crache et qu'on reste coincé dans ces putains de bois. »« Pas question !» répliqua Tommy, crispé sur le volant, les jointures de ses doigts blanchies par la pression. « On rentre, on récupère nos affaires, et on dégage avant que ce taré nous retrouve et essaie de nous buter. » Autant Ryan et moi détestions la vitesse à laquelle Tommy conduisait, autant nous savions tous les deux qu'il avait raison. D'une manière ou d'une autre, nous avons parcouru les 11 kilomètres jusqu'au motel en moins de 5 minutes. La voiture a dérapé dans le parking et nous avons bondi dehors, fonçant à l'intérieur sans réfléchir. La seconde où j'ai franchi la porte, je me suis figé. Mon cœur s'est écrasé contre mes côtes. Il était là, le réceptionniste, debout derrière son comptoir, aussi calme que jamais, le même homme qui nous poursuivait à travers la forêt quelques minutes plus tôt. « Comment vous avez fait pour revenir si vite ?» ai-je lâché, reculant vers la porte comme un animal acculé. Ryan a dû faire le lien au même moment car il a bafouillé. « Écoutez mec, on veut pas d'embrouille. On veut juste récupérer nos affaires et se barrer, c'est tout. » Le vieil homme nous a observés, ses yeux sombres balayant nos silhouettes tremblantes et trempées. Puis son regard s'est posé sur moi. « Vous êtes allé dans ces foutus bois, pas vrai ?» Sa voix était sèche, réprobatrice. « Après que je vous ai dit de pas y aller, espèce d'imbécile. »« Quoi ?» ai-je balbutié, l'esprit incapable d'assimiler ce changement de ton brutal. « Mais de quoi vous parlez, bordel ? Putain de merde !» Il secoua la tête comme un père désespéré par la stupidité de son gosse. « Écoutez-moi bien, maintenant, retournez dans votre chambre, verrouillez la porte et attendez. Je vous expliquerai tout dans quelques minutes, mais avant ça, je dois appeler le shérif. »« Quoi ?» s'emporta Tommy, sa voix montant d'un cran. «
Pas question, c'est toi qui nous poursuivais dans les bois, espèce de taré. Le réceptionniste abattit brutalement sa main sur le comptoir, nous faisant tous sursauter. C'était pas moi, bande d'abrutis. Comment je pourrais être ici, au sec, si j'avais couru dans la forêt? Regardez-vous. Ces mots frappèrent comme une gifle. Je baissai les yeux et réalisai, pour la première fois, à quel point nous étions trempés. Nos vêtements imbibés de neige, nos bottes couvertes de gadou. Lui, en revanche, était parfaitement sec. Sa chemise en flanelle était soigneusement rentrée dans son pantalon, pas une seule trace de neige sur lui. Je vous le jure devant Dieu, vous n'aurez rien si vous faites ce que je vous dis. Sa voix était ferme, mais pas hostile. Allez dans votre chambre, verrouillez la porte, je serai là dans 10 minutes et je vous expliquerai tout, mais avant, je dois passer ce coup de fil. Il décrocha le téléphone et commença à composer un numéro avant même que nous puissions protester, déjà absorbés par sa conversation avec l'interlocuteur à l'autre bout de la ligne. On échangea un regard, et sans un mot, on prit une décision tacite. On retourna dans notre chambre, chaque pas alourdi par la peur. Une fois à l'intérieur, on verrouilla la porte et on s'assit, attendant que le vieux revienne nous dire ce qui putain se passait dans cette ville de malheur. Et croyez-moi, ça ne fait que devenir encore plus bizarre. Je vais m'arrêter là pour ce soir, mais je vous tiendrai au courant dès que possible. Vous n'êtes pas prêts pour la suite.